Mon mari est parti en me traitant d'« incubatrice sans valeur » alors que j'étais enceinte. Aujourd'hui, il a besoin de ma signature pour toucher son héritage. J'étais enceinte de 6 mois quand Brett est rentré à la maison et a dit qu'il avait besoin de parler. Pas des prénoms du bébé ou de la chambre que nous étions en train d'aménager. Il avait rencontré quelqu'un à sa salle de CrossFit. Il a dit qu'elle lui donnait l'impression d'être à nouveau vivant et que je m'étais laissé aller. J'étais littéralement en train de porter son enfant, et il a dit que j'étais devenue paresseuse et ennuyeuse. Il m'a traité d'« incubatrice sans valeur », qu'il avait piégée avec un bébé. Puis il a fait ses valises et est parti, juste comme ça. 5 ans de mariage partis en fumée parce qu'une fille de 22 ans à la salle de sport lui avait dit qu'il méritait mieux. Il a bloqué mon numéro avant même de sortir de l'allée. Sa mère a appelé le lendemain pour demander ce que j'avais fait pour le faire partir. Sans chercher à savoir si j'allais bien, en supposant juste que j'avais fait quelque chose de mal. Quand je lui ai dit qu'il m'avait quitté pour une autre femme, elle a dit que j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts pour garder son intérêt. Toute sa famille m'a retiré de ses amis en ligne la même semaine. J'ai dû tout gérer seul. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque cours de préparation à l'accouchement, chaque panique au milieu de la nuit à l'idée d'être une mère célibataire. Brett n'a jamais demandé de nouvelles du bébé, n'a jamais envoyé d'argent, rien. J'ai tout payé moi-même tout en travaillant jusqu'au jour de mon accouchement. Quand notre fille, Alay, est née, je lui ai envoyé un texto depuis le téléphone d'une amie. Il a répondu en disant qu'il n'était pas prêt à avoir un fil à la patte et que je devais me débrouiller. C'est tout. Aucune question sur sa santé, son prénom, rien. Mon frère a dû me ramener de l'hôpital parce que Brett était trop occupé avec sa nouvelle vie. Pendant 2 ans, j'ai élevé Alay seul. Il n'a jamais payé de pension alimentaire parce qu'il avait quitté son emploi en entreprise pour devenir entraîneur personnel dans la salle de sport du papa de sa copine. Payé en liquide uniquement, aucun revenu officiel à déclarer. Je travaillais à domicile en faisant de la saisie de données tout en m'occupant d'un bébé. Brett vivait dans l'appartement de sa copine, postant des selfies à la salle de sport et des photos de vacances. Il n'a jamais demandé de nouvelles de Alay une seule fois. Sa famille agissait comme si elle n'existait pas. Puis le père de sa copine a vendu la salle de sport et l'a viré. Elle l'a largué la même semaine, et soudain, Brett s'est souvenu qu'il avait une famille. Il s'est présenté à ma porte à 22 h un mardi avec un sac de sport. Il a dit qu'il était prêt à rentrer à la maison et à être père maintenant, comme s'il avait été en voyage d'affaires ou quelque chose comme ça. J'ai ri et j'ai essayé de fermer la porte, mais il a forcé le passage. Il a commencé à dire que nous pouvions faire marcher les choses, qu'il avait mûri, que ce que nous avions lui manquait. Il ne s'est jamais excusé d'être parti. N'a jamais mentionné les choses horribles qu'il avait dites. N'a jamais demandé ce que nous avions traversé. Il est allé dans la cuisine et a commencé à se faire un sandwich avec ma nourriture. Il a dit qu'il dormirait sur le canapé jusqu'à ce que je sois prête à le laisser revenir dans la chambre. Je lui ai dit de partir, et il a dit que je ne pouvais pas le mettre dehors parce que son nom était toujours sur le bail. Il avait envisagé de revenir, alors il ne s'était jamais retiré du contrat. Le propriétaire a confirmé que Brett avait le droit de rester. Alors cet homme qui avait abandonné sa femme enceinte a emménagé dans mon salon comme un squatteur. Il mangeait ma nourriture, utilisait mes affaires, laissait ses vêtements de sport partout. Quand Alay se réveillait en pleurant, il se plaignait du bruit. Il n'a jamais proposé d'aider, il se contentait de se plaindre. Sa mère a recommencé à appeler, disant à quel point c'était merveilleux que Brett me donne une autre chance, que je devrais être reconnaissante qu'il soit revenu. Elle a même dit que la plupart des hommes ne reviendraient pas vers une femme qui avait pris du poids de grossesse. Je n'avais même pas pris tant de poids que ça, mais apparemment, exister en tant que femme normale en postpartum était offensant pour leur famille. Brett a commencé à ramener des rencarts à l'appartement. Il disait que puisque nous n'étions pas ensemble, il pouvait faire ce qu'il voulait chez lui. Ces femmes inconnues se trouvaient dans ma cuisine au petit déjeuner pendant que j'essayais de nourrir Alay. L'une d'elles a demandé si j'étais la nounou. Brett ne l'a pas corrigé. Après 3 semaines de ce régime, le père de Brett est mort. Il s'avère qu'il était riche grâce à des brevets qu'il possédait. Il a laissé $200 000 à Brett, mais à une condition, Brett devait être légalement marié pour les recevoir. Devinez qui était toujours légalement marié à Brett parce qu'il avait ignoré les papiers du divorce que je lui avais envoyés. Soudain, Brett était très intéressé à l'idée d'être à nouveau un mari. Il a apporté des fleurs, commandé des plats à emporter, dit que nous devrions arranger les choses pour le bien de Alay.
Quand j'ai dit non, il est devenu méchant. Il a dit qu'aucun juge ne donnerait la garde complète à une mère célibataire fauchée alors qu'il était sur le point d'avoir de l'argent. Il a dit qu'il prendrait à les justes pour me faire du mal si je ne coopérais pas. C'est là que j'ai abattu mes cartes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier que je constituais depuis le jour où il était revenu dans ma vie. Des captures d'écran de chaque SMS qu'il avait envoyé depuis ce numéro jetable. Des photos des rencarts qu'il avait ramenés à la maison. Un tableau suivant chaque dollar que j'avais dépensé pour aller pendant qu'il postait des photos de vacances en ligne. Le visage de Brett est passé de suffisant à livide en environ 3 secondes. Je lui ai montré le texto qu'il avait envoyé à la naissance de Haley, celui où il disait qu'il n'était pas prêt à avoir un fil à la patte. Je lui ai montré les témoignages de mes voisins qu'il avait vu ramener différentes femmes dans mon appartement alors que sa fille de 2 ans dormait dans la pièce d'à accent grave côté. Je lui ai montré les relevés bancaires prouvant qu'il avait contribué exactement à hauteur de 0 à l'éducation de son enfant. Il a essayé d'attraper mon téléphone, mais je l'ai retiré et lui ai rappelé que tout était sauvegardé à 3 endroits différents. Ses mains tremblaient un peu maintenant, et ça faisait du bien. Brett a laissé échapper un rire faux qui ne correspondait pas à son regard et a dit « Rien de tout cela n'a d'importance parce que nous sommes toujours mariés et j'ai des droits en tant que père. » Je me suis assise sur le canapé et je l'ai regardé droit dans les yeux pendant que je lui expliquais que j'avais déjà parlé à Lydia Vasquez, une avocate en droit de la famille spécialisée dans les cas d'abandon. Elle avait tout examiné et m'avait dit que c'était l'un des dossiers les plus solides qu'elle ait vu en 15 ans de pratique. Le visage confiant de Brett s'est effondré, et il a commencé à faire les 100 pas dans mon salon comme un animal piégé. Il passait ses mains dans ses cheveux, et je pouvais le voir essayer de comprendre comment tout cela avait pu si mal tourner pour lui. L'homme qui m'avait traité de « sans valeur » réalisait que j'avais 3 coups d'avance sur lui depuis le début. Son attitude a changé du tout au tout, là, devant moi. Soudain, il voulait discuter comme des adultes raisonnables. Il a dit que nous pourrions trouver un arrangement qui nous profiterait à tous les deux. Peut-être partager l'héritage 50-50e et convenir d'une garde alternée qui nous donnerait un temps égal avec Haley. Il a même utilisé le mot « partenariat », comme si nous étions des associés en affaires au lieu d'un homme qui avait abandonné sa femme enceinte. Je l'ai regardé essayer de me sourire de la façon dont il le faisait quand il voulait quelque chose, et ça m'a donné la chair de poule. C'était la même personne qui avait bloqué mon numéro avant même de quitter l'allée, qui avait ignoré chaque nouvelle concernant les 2 premières années de la vie de sa fille. Maintenant, il voulait négocier parce qu'il comprenait enfin que j'avais le pouvoir. Je lui ai dit exactement ce que je voulais et je n'ai rien édulcoré, la garde complète, avec pour lui un droit de visite surveillé s'il suivait des cours de parentalité et prouver qu'il pouvait être constant. Chaque centime de pension alimentaire qu'il devait pour les 2 dernières années, calculé sur son ancien salaire d'entreprise plus qu'il avait délibérément caché ses revenus. Un partage équitable de l'héritage puisque nous étions légalement mariés à la mort de son père. Les yeux de Brett se sont écarquillés, et je pouvais le voir faire le calcul dans sa tête. 2 ans de pension alimentaire à son ancien salaire ferait environ 40 000 $. Ajoutez les frais juridiques et la moitié de l'héritage, et il risquait de repartir avec peut-être 60 ou 70 000 au lieu des 200 000 complets. Il a serré la mâchoire et a demandé si j'essayais de le punir. J'ai dit non. J'essayais d'obtenir ce que Haley méritait de la part du père qui avait fait semblant qu'elle n'existait pas. C'est là qu'il est redevenu méchant. Il a dit qu'il se battrait pour la garde par pure méchanceté. Qu'il ferait traîner ça au tribunal pendant des années jusqu'à ce que je sois complètement ruiné et brisé. Il a menacé de dire au juge que j'étais une mère indigne qui empêchait sa fille de voir son père. Que j'avais monté Haley contre son propre père. Je l'ai laissé finir sa petite tirade, puis j'ai ouvert d'autres fichiers sur mon téléphone. Des enregistrements vocaux de lui se plaignant que Haley pleurait la nuit, disant qu'elle gâchait son sommeil et qu'il avait hâte de redéménager. Des SMS à ses copains de gym la traitant d'erreur et disant qu'il aurait dû insister davantage pour que je mette fin à la grossesse. Des photos que Kaya avait prises de lui en train d'embrasser une femme sur mon canapé alors que les jouets de Haley étaient éparpillés sur le sol à 1 mètre de là. Je lui ai demandé comment il pensait que cela passerait devant un juge aux affaires familiales. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures, et c'était la mère de Brett. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a commencé directement à exiger de savoir ce que je faisais à son fils. Elle a dit que j'étais vindicative et cruelle, essayant de priver Brett de son héritage légitime pour une rancune mesquine. Elle a demandé comment je pouvais être aussi sans cœur alors que le père de Brett venait de mourir et qu'il était en deuil. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai continué à préparer le petit déjeuner de Haley pendant qu'elle parlait. Elle a continué à dire que Brett avait fait des erreurs,
mais qu'il essayait d'arranger les choses et que je le punissais d'être humain. Elle n'a pas demandé une seule fois des nouvelles de Allen ni reconnu que son fils avait abandonné sa femme enceinte et sa fille en bas âge. Elle voulait juste savoir pourquoi je rendais les choses difficiles pour ce pauvre Brett. J'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle, puis j'ai parlé de la voix la plus calme possible. Je lui ai dit que Brett était parti quand j'étais enceinte de 6 mois et m'avait traité d'incubatrice sans valeur. Qu'il avait bloqué mon numéro et refusé d'aider pour quoi que ce soit concernant Allen pendant 2 années entières. Qu'il n'avait jamais envoyé d'argent. Jamais demandé pour les rendez-vous chez le médecin ou les étapes importantes. Jamais même demandé comment nous avions nommé sa fille. Qu'il n'était revenu que lorsqu'il avait besoin de ma signature pour de l'argent et qu'il avait ramené des rencarts chez moi alors que sa fille en bas âge était là. Elle est devenue complètement silencieuse à l'autre bout du fil. Puis elle a dit d'une voix froide que j'avais dû faire quelque chose pour le mériter, que les hommes bien ne partent pas sans raison. Elle a dit, peut-être que si tu avais été une meilleure épouse, Brett n'aurait pas eu besoin de trouver le bonheur ailleurs. Puis elle m'a raccroché au nez avant que je puisse répondre. Kaya est arrivée cet après-midi-là avec 2 sacs de courses et un regard déterminé. Elle était ma voisine depuis avant la naissance de Allen et avait vu toute la situation se dérouler. Elle a rangé les courses pendant que j'installais Allen avec ses cubes, puis s'est assise à ma table de cuisine avec un carnet. Elle a dit qu'elle avait pris des notes détaillées chaque fois que Brett ramenait une femme à la maison, incluant les dates, les heures et les descriptions. Elle avait noté chaque plainte qu'il avait faite au sujet des pleurs de Allen ou de ses besoins. Chaque fois qu'il avait mangé ma nourriture ou utilisé mes affaires sans demander. Elle avait même pris des photos des voitures de ses rencarts sur le parking comme preuve de la chronologie. Elle m'a dit qu'elle témoignerait au tribunal si j'avais besoin d'elle, qu'elle en avait assez de le voir nous traiter, Allen et moi, comme si nous n'étions rien. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai essayé de ne pas pleurer parce que le fait d'avoir quelqu'un qui me croyait vraiment et me soutenait me semblait bouleversant après des années à tout faire seul. Au bureau de Lydia, j'ai tout étalé sur sa table de conférence. 2 ans de documentation montrant exactement quel genre de père Brett avait été. Le texto de la naissance de Allen où il disait que je devrais me débrouiller. Les captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux lors de vacances coûteuses pendant que j'achetais des couches avec de la petite monnaie. Les témoignages de Kaya, de mon frère et des voisins qui l'avaient vu nous abandonner. Les relevés bancaires prouvant l'absence totale de paiement de pension alimentaire bien qu'il travaille et gagne de l'argent. Lydia a tout passé en revue méthodiquement, prenant des notes et organisant les choses dans des dossiers. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi et a dit, « C'est l'un des cas d'abandon les plus solides que j'ai jamais vus. » Elle a dit que les propres mots de Brett, admettant qu'il n'était pas prêt à être père, détruiraient toute demande de garde qu'il tenterait de faire. Elle a expliqué que les menaces de Brett étaient complètement vides. Aucun juge ne donnerait une garde significative à un père qui avait volontairement abandonné son enfant pendant 2 ans et n'était revenu que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Sa crédibilité était ruinée avant même qu'il n'entre dans une salle d'audience. La documentation que j'avais prouverait un schéma de négligence et d'intérêt personnel qui le ferait paraître terrible. Ajoutez à cela les témoins prêts à témoigner sur le fait qu'il amenait des rencarts autour de Allen et se plaignait des responsabilités parentales de base, et il n'avait aucun dossier. Lydia a dit que nous pouvions demander la garde légale et physique complète, avec seulement des visites surveillées pour lui, et que nous gagnerions probablement sans trop de combats. Elle a dit que la demande de pension alimentaire était solide aussi, puisqu'il travaillait et cachait délibérément des revenus. Brett s'était mis lui-même au pied du mur, et la seule issue allait lui coûter beaucoup d'argent. J'ai quitté le bureau de Lydia avec un dossier rempli de papiers et un plan qui me semblait solide pour la première fois depuis des années. Elle avait tout exposé dans des termes que même quelqu'un d'aussi épuisé que moi pouvait comprendre. La garde complète n'était pas seulement possible, c'était probable. La pension alimentaire n'était pas seulement juste, elle était exécutoire. Et la moitié de l'héritage n'était pas de la cupidité. C'était mon droit légal en tant qu'épouse. Brett s'était piégé lui-même en restant marié avec moi. Et maintenant, ce piège allait lui coûter tout ce qu'il pensait avoir gagné. Le trajet du retour m'a semblé différent. Je n'avais plus peur. Je ne doutais plus de moi ni ne me demandais si j'étais trop dur. Brett avait fait ses choix, et maintenant je faisais les miens. Allen dormait dans son siège auto, sa petite main agrippant le lapin en peluche qu'elle emportait partout. Elle méritait mieux qu'un père qui ne se montrait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Elle méritait la stabilité, la sécurité et un parent qui la faisait passer en premier. J'allais m'assurer qu'elle obtienne cela, peu importe ce que Brett tenterait de faire. Quand j'ai déverrouillé la porte de l'appartement, Brett était affalé sur mon canapé avec ses pieds sur ma table basse,
mangeant des chips directement dans le paquet et regardant un film d'action à plein volume. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Il a continué à se gaver de chips comme s'il était propriétaire des lieux. J'ai posé doucement le porte-bébé de Haley dans le coin et j'ai sorti les papiers du divorce de mon sac. Mes mains ne tremblaient pas. Je me suis avancé et je me suis tenu entre lui et la télé jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de me remarquer. Il a d'abord semblé agacé, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Puis j'ai tendu les papiers et son expression a changé. Il les a pris sans rien dire et a commencé à lire. J'ai vu son visage passer de la confusion au choc, puis à la colère en environ 30 secondes. Sa mâchoire s'est serrée, son cou est devenu rouge. Il a tourné les pages de plus en plus vite, et j'ai pu voir le moment exact où il a compris ce qu'il regardait. Garde complète. 2 ans d'arriérés de pension alimentaire calculés sur son ancien salaire d'entreprise, pas sur son faux revenu d'entraîneur, et la moitié de l'argent de son papa sur lequel il comptait pour financer sa nouvelle vie. Brett a sauté du canapé si vite qu'il a fait tomber le paquet de chips par terre. Il criait avant même d'être complètement debout, agitant les papiers devant mon visage et disant que je ne pouvais pas faire ça, que je n'avais pas mérité son héritage et que je n'avais aucun droit de le prendre, que son père lui avait laissé cet argent à lui, pas à moi. Je suis resté calme, ce qui a semblé l'énerver encore plus. J'ai souligné que nous étions légalement mariés, ce qui en faisait un bien matrimonial selon la loi de l'État. Que le testament de son père exigeant qu'il soit marié jouait en fait en ma faveur maintenant. Qu'il avait été tellement occupé à essayer d'utiliser notre mariage comme moyen de pression qu'il avait oublié que je pouvais faire la même chose. Il a menacé de refuser de signer quoi que ce soit. Il a dit qu'il ferait traîner ça au tribunal pendant des années s'il le fallait. Qu'il me rendrait la vie si difficile que j'abandonnerais et que je me contenterais de ce qu'il m'offrirait. Je lui ai rappelé qu'il ne pouvait pas accéder à l'héritage sans être marié et que j'étais la seule femme qu'il avait. Que chaque jour de retard était un autre jour sans son argent. Qu'il était piégé par la même situation qu'il avait essayé d'utiliser contre moi, et que la seule issue allait lui coûter plus cher qu'il ne voulait payer. Le visage de Brett est passé du rouge au violet. Il a jeté les papiers par terre et a foncé vers la porte, sortant déjà son téléphone. Je l'ai entendu dans le couloir, sa voix forte et en colère alors qu'il appelait probablement Owen. J'ai ramassé les papiers, je les ai lissés et je les ai remis dans le dossier. Ensuite, j'ai sorti Haley de son porte-bébé et j'ai commencé à lui préparer son dîner comme si de rien n'était. Des macaronis au fromage, son plat préféré. Elle babillait pendant que je remuais la casserole, complètement inconsciente que son père était dehors en train de perdre la tête à cause de papiers qui allaient changer toutes nos vies. Après le dîner, j'ai donné son bain à Haley, je l'ai laissé jouer avec ses jouets de bain jusqu'à ce que l'eau refroidisse, puis je l'ai mise en pyjama et je lui ai lu 3 livres avant de dormir. Tout ce temps, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. J'avais un vrai plan maintenant. Une documentation qui prouvait tout. Une avocate qui savait ce qu'elle faisait et un moyen de pression que Brett ne pouvait pas contourner, peu importe combien il criait ou menaçait. Il avait passé 2 ans à penser qu'il avait toutes les cartes en main. Mais il avait tort. J'avais monté mon dossier tout ce temps, et maintenant il était assez solide pour nous protéger, Haley et moi, de tout ce qu'il tenterait ensuite. Le lendemain, mon téléphone a sonné pendant que je travaillais. Numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. Une voix d'homme s'est présentée comme étant Owen et a dit qu'il appelait de la part de Brett. Il avait ce ton d'avocat mielleux qui était probablement censé m'intimider, comme si j'étais dépassé par les événements. Il a suggéré que nous pourrions régler cela rapidement et raisonnablement sans impliquer les tribunaux. Il a dit que Brett était prêt à être généreux si j'étais prête à être flexible. Je lui ai dit de parler à Lydia et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Je n'allais pas laisser un avocat me forcer à accepter moins que ce qui était juste, et je n'allais certainement pas négocier sans que ma propre représentante soit présente. Brett est rentré ce soir-là, l'air complètement différent de l'homme en colère qui était sorti en trombe la veille. Ses épaules étaient affaissées. Son visage était fatigué. Il a demandé si nous pouvions parler comme des adultes, en utilisant cette voix raisonnable en laquelle je n'ai immédiatement pas eu confiance. J'ai accepté, mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer avant même qu'il ne s'assoie. Il est légal dans notre État d'enregistrer les conversations auxquelles on participe, et je n'allais pas me retrouver dans une autre situation où ce serait sa parole contre la mienne. Il a remarqué le téléphone, mais ne s'y est pas opposé, ce qui m'a indiqué qu'Owen l'avait probablement mis en garde contre le fait d'aggraver les choses. Il m'a offert 50 000 $ et la garde partagée si je signais rapidement le divorce. Juste comme ça,
comme si c'était un compromis généreux au lieu d'une insulte. J'ai ri, ce qui a semblé le surprendre. Je lui ai dit que ce n'était même pas proche de ce qu'il me devait, et que la garde partagée n'arriverait certainement pas après qu'il ait abandonné Allais pendant 2 ans. Qu'il ne pouvait pas simplement jeter de l'argent sur le problème et s'attendre à ce que j'oublie tout ce qu'il avait fait. Que notre fille méritait mieux qu'un père à temps partiel qui ne se montrait que quand c'était pratique. Brett a changé de tactique, essayant l'approche de la sympathie. Il a dit qu'il était jeune et effrayé quand je suis tombée enceinte. Qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il voulait être père maintenant. Qu'il avait grandi et appris de ses erreurs. Je lui ai demandé où était ce désir soudain d'être père pendant les premiers pas de Allais. Pendant ses premiers mots, pendant chaque fièvre au milieu de la nuit, chaque visite chez le médecin et chaque étape qu'il avait manquée parce qu'il était trop occupé à poster des selfies à la salle de sport avec sa copine. Il n'avait pas de réponse à cela. Il a admis qu'il avait merdé, mais a dit que j'étais cruel de l'empêcher de voir sa fille, que Allais avait besoin de son père et que je l'utilisais comme une arme pour le punir. Je lui ai dit qu'il s'était tenu à l'écart par ses propres choix, qu'il avait eu 2 ans pour prendre contact, pour demander de ses nouvelles, pour envoyer ne serait-ce qu'un seul dollar pour aider à subvenir à ses besoins. Qu'il avait choisi sa copine et sa nouvelle vie plutôt que sa famille. Et maintenant, il devait faire face aux conséquences de nous avoir abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Que ce n'était pas une question de punition. C'était une question de protection. Protéger Allais de quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'il partirait dès que les choses deviendraient difficiles. Que ce n'était pas une question de vengeance ou de méchanceté. Qu'il s'agissait de s'assurer que Allais ait une vie stable avec un parent qui ne disparaîtrait pas à la seconde où les choses deviendraient à nouveau difficiles. Brett s'est levé et est parti sans un autre mot. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer et j'ai senti le soulagement m'envahir. Pour la première fois depuis qu'il était apparu, j'avais un réel espoir que ce cauchemar puisse vraiment prendre fin. Brett s'est présenté le lendemain matin avec des roses et un sac de la boulangerie en bas de la rue. Il les a posés sur le comptoir de la cuisine pendant que je donnais le petit déjeuner à Allais. Elle l'a regardé comme s'il était un étranger, ce qu'il était. Il a essayé de lui sourire, mais c'était bizarre et forcé. Je lui ai dit que les fleurs et les pâtisseries n'allaient rien changer. Il a dit qu'il le savait, mais qu'il voulait montrer qu'il essayait. Je lui ai rappelé qu'essayer signifiait des actions sur la durée, pas de grands gestes quand il voulait quelque chose. Il a hoché la tête et a demandé s'il pouvait rester pour le petit déjeuner. J'ai dit non. Allais avait besoin de routine et de stabilité, pas qu'un homme au hasard débarque et la perturbe. Il a eu l'air blessé, mais est parti sans discuter. Cet après-midi-là, il a envoyé un SMS demandant s'il pouvait nous emmener dîner. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il a proposé de cuisiner le dîner à l'appartement. Je lui ai dit que nous avions déjà des projets. Le jeudi, il a apporté des jouets pour Allais, des trucs chers du magasin de jouets chic du centre-ville. Elle lui a jeté un coup d'œil et a commencé à pleurer, a tendu les bras vers moi et a enfoui son visage dans mon épaule. Brett a essayé de lui tendre une peluche, mais elle a pleuré plus fort. J'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la honte peut-être, ou de la culpabilité. Mais ensuite sa mâchoire s'est crispée et il est devenu défensif. Il a dit qu'elle était juste fatiguée et qu'elle avait besoin de temps pour s'habituer à lui. Je lui ai dit qu'elle ne savait pas qui il était parce qu'il n'avait jamais été là. Que 2 ans d'absence ne pouvaient pas être réparés avec des jouets et des sourires forcés, qu'elle avait peur de lui parce qu'il était un étranger pour elle. Brett a posé les jouets et est sorti. Il est revenu 1 heure plus tard et a réessayé. Allais pleurait à chaque fois qu'il s'approchait. Le dimanche, il avait essayé 6 approches différentes, fleurs, nourriture, jouets, offres d'aide dans l'appartement. Rien n'a fonctionné. Allais ne voulait rien avoir à faire avec lui, et je n'allais pas la forcer à l'accepter juste pour qu'il se sente mieux de l'avoir abandonné. Lundi matin, mon téléphone a sonné pendant que je faisais la lessive. Le nom de Lydia s'est affiché sur l'écran. Elle a dit que Dave Solomon voulait nous rencontrer tous les deux. Dave était l'avocat chargé de la succession du père de Brett. Apparemment, il y avait un langage spécifique dans le testament concernant l'exigence du mariage qui pourrait jouer en notre faveur encore plus que nous ne le pensions. Elle a dit que Dave avait un certain pouvoir discrétionnaire en tant qu'exécuteur testamentaire et voulait discuter de la situation. Nous avons programmé la réunion pour le mercredi après-midi. Je me suis arrangé pour que Kaya garde Allais. Brett a envoyé un SMS demandant quel était le sujet de la réunion. Je lui ai dit de demander à son avocat. Quand mercredi est arrivé, j'ai conduit jusqu'au bureau de Dave au centre-ville.
Brett et Owen étaient déjà dans la salle d'attente. Brett avait l'air nerveux. Owen avait l'air calme et professionnel comme toujours. La secrétaire nous a conduits vers une salle de conférence. Dave était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des lunettes de lecture. Il a serré la main de tout le monde et nous a fait signe de nous asseoir. Dave a ouvert un dossier et en a sorti plusieurs pages. Il a expliqué que le père de Brett avait des exigences très spécifiques pour l'héritage. Non seulement Brett devait être marié, mais le mariage devait être stable et continu. Le testament mentionnait la démonstration d'un engagement envers la famille. Des mots comme « responsabilité » et « dévouement » apparaissaient plusieurs fois. Dave a regardé Brett et a dit que le langage suggérait que son père voulait s'assurer que Brett était un homme de famille responsable avant de lui donner accès à autant d'argent. Brett a remué sur sa chaise. Dave a continué à lire des sections du testament à voix haute. Chaque partie soulignait l'engagement familial et la stabilité, rien sur le fait d'être simplement techniquement marié sur le papier. Dave a posé les papiers et a regardé directement Brett. Il a dit qu'en tant qu'exécuteur testamentaire, il avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer si Brett remplissait réellement les exigences fixées par son père, que le testament ne concernait pas seulement le statut matrimonial, mais le caractère et l'engagement. Dave a dit qu'il avait fait des recherches depuis qu'Owen l'avait contacté pour la première fois, qu'il avait découvert la séparation et l'abandon, le fait que Alice soit née alors que Brett vivait avec une autre femme. Les 2 ans sans aucun contact et aucun soutien. Dave a croisé les mains sur la table. Il a dit qu'au vu de toutes ces informations, il était enclin à décider que Brett ne remplissait pas du tout les conditions pour l'héritage. Que abandonner une femme enceinte était l'exact opposé de ce que son père avait voulu dire en écrivant ses exigences. Le visage de Brett est devenu blême. Il a commencé à parler vite, disant que son père ne savait rien d'une séparation, qu'il l'avait gardé privé, que son père était mort en pensant que tout allait bien. Dave l'a coupé, a dit que peu importait ce que son père savait ou ne savait pas. Ce qui importait, c'était l'intention derrière le testament. Les exigences étaient claires, mariage stable, engagement familial, responsabilité. Brett n'avait démontré aucune de ces choses. Dave a dit que tout le but était de s'assurer que Brett était un bon mari et un bon père avant de lui donner de l'argent. Partir en laissant une femme enceinte montrait qu'il n'était ni l'un ni l'autre. J'ai regardé tout le plan de Brett s'effondrer juste devant lui. Son visage est passé du blanc au rouge. Ses mains agrippaient le bord de la table. Owen a posé une main sur son bras, mais Brett l'a repoussé. Il a commencé à dire que ce n'était pas juste, que son père aurait voulu qu'il ait l'argent, que Dave interprétait mal le testament. Dave est resté calme, a dit que son interprétation relevait tout à fait de son autorité en tant qu'exécuteur, que si Brett voulait la contester, il pouvait aller devant le tribunal des successions. Mais cela prendrait des mois et coûterait des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques. De l'argent que Brett n'avait pas, et même alors, un juge serait probablement d'accord pour dire que les actions de Brett montraient un manque total d'engagement familial. Brett s'est affaissé sur sa chaise. Je pouvais le voir faire le calcul. Pas d'héritage, des pensions alimentaires à payer, des frais juridiques. Il finirait avec rien ou pire que rien. Dave a suggéré un compromis. Il a dit que Brett pouvait toujours accéder à l'héritage s'il acceptait mes conditions et démontrait un engagement sincère à soutenir Alec à l'avenir. Pas juste signer des papiers, mais assurer un suivi réel, payer la pension à temps, être présent dans la vie de Alec de manière saine, suivre des cours de parentalité. Dave a dit qu'il ne s'agissait pas de punir Brett. Il s'agissait de s'assurer qu'il prenait ses responsabilités comme son père le voulait. Que l'argent serait débloqué une fois que Brett aurait prouvé qu'il était sérieux à l'idée d'être père au lieu de juste vouloir du liquide. Owen a demandé une conversation privée avec Brett. Ils sont allés dans un bureau plus petit au bout du couloir. À travers la porte vitrée, je pouvais voir Brett s'énerver de plus en plus. Il gesticulait. Son visage est redevenu rouge. Owen restait calme, expliquant probablement à quel point Brett avait merdé en essayant de tout manipuler. Comment il s'était mis au pied du mur sans bonnes options. Ils ont parlé pendant peut-être 15 minutes. Quand ils sont revenus, c'est Owen qui a parlé. Il a dit que Brett était prêt à accepter mes conditions initiales avec un changement. Il voulait des visites programmées avec Alec une fois le divorce prononcé, commençant par des visites surveillées pour construire une relation lentement, augmentant progressivement le temps si les choses se passaient bien. Il a dit que Brett comprenait qu'il ne pouvait pas simplement débarquer et être père du jour au lendemain, qu'il devait gagner la confiance de Alec et faire ses preuves. J'ai regardé Lydia.
Elle a hoché légèrement la tête. Je leur ai dit que j'envisagerais les visites surveillées seulement après que Brett ait terminé les cours de parentalité et payé les 6 premiers mois de pension alimentaire d'avance. S'il était sérieux à l'idée d'être père, il pouvait le prouver par des actes, pas des promesses, pas des fleurs ou des jouets. De vrais actes montrant un engagement. Brett a regardé Owen. Owen a regardé Dave. Dave a dit que cela semblait raisonnable et satisferait aux exigences du testament si Brett tenait parole. Brett a fermé les yeux une seconde, puis a hoché la tête. A dit, d'accord, je le ferai. Owen a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper. Brett était assis les bras croisés, fixant la table pendant que les touches cliquetaient. Je regardais le visage d'Owen alors qu'il traitait chaque section, vérifiant les détails avec Dave et Lydia. L'arrangement pour la garde, les paiements de pension, le partage de l'héritage. Toutes les quelques minutes, Owen lisait une ligne à voix haute, et Brett hochait la tête sans lever les yeux. Tout son corps semblait tendu, comme s'il se maintenait entier par la force. Dave se penchait pour revoir ce qu'Owen écrivait et faisait quelques suggestions sur la formulation. Lydia faisait de même de mon côté, son stylo notant des remarques sur sa propre copie. Tout le processus a pris peut-être 20 minutes, mais cela a semblé plus long. Personne ne parlait sauf pour clarifier des termes juridiques. Quand Owen a fini, il a imprimé 4 copies et les a fait passer autour de la table. J'ai lu la mienne attentivement, vérifiant chaque mot. Garde légale et physique complète pour moi. 2 ans d'arriérés de pension alimentaire calculés sur l'ancien salaire de Brett, ce qui revenait à bien plus que ce à quoi je m'attendais. 40% des $200 000 d'héritage, un calendrier de visites qui commençait par des visites surveillées 2 fois par mois et pouvait augmenter en fonction de la façon dont les choses se passaient avec Alec. Brett devait terminer les cours de parentalité avant tout en non surveillé. Lydia a pris son stylo et a ajouté quelque chose en bas. Elle a écrit que si Brett manquait un paiement de pension alimentaire ou enfreignait une partie des règles de garde, il perdrait tous ses droits de visite pour toujours et devrait de l'argent supplémentaire en guise de punition. Elle l'a montré à Dave, qui a hoché la tête et l'a ajouté à sa copie. Owen l'a lu et a regardé Brett, qui a juste haussé les épaules et détourné le regard. Nous avons tous signé. Ma main était ferme quand j'ai écrit mon nom. La main de Brett tremblait un peu quand il a signé. Dave a récupéré les papiers et a dit qu'il garderait l'argent de l'héritage jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que Brett ait fait son premier paiement de pension. Brett a sorti son carnet de chèques là, à la table. Il a fait un chèque pour 6 mois de pension, son stylo appuyant fort sur le papier. Il l'a déchiré et me l'a tendu sans me regarder dans les yeux. Je l'ai plié et mis dans mon sac à main. En sortant du bureau de Dave, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. L'air dehors était frais et le soleil commençait à se coucher. Ma voiture était garée 3 rangées plus loin que le camion de Brett. Il m'a suivi à travers le parking en m'appelant. Je me suis retourné et j'ai levé la main. Toute communication passe par nos avocats maintenant. Il devait avoir quitté mon appartement dans 48 heures comme le disait l'accord. Il a ouvert la bouche pour discuter, mais je m'éloignais déjà. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Kaya est venue garder Alec vers 9 heures du matin. Elle m'a envoyé un SMS au déjeuner disant que Brett s'était présenté avec des cartons et des sacs poubelles. Il a pris ses vêtements, son équipement de gym, la console de jeu qu'il avait achetée avec mon argent. Il n'a rien dit à Kaya ni essayé de voir Alec, il a juste chargé son camion et est parti. Quand je suis rentré ce soir-là, sa clé était posée sur le comptoir de la cuisine à côté d'une trace de café. Pas de mots, pas d'excuses, juste la clé. Je l'ai prise et j'ai appelé Wesley tout de suite. Il a dit qu'il pourrait passer le lendemain matin pour changer les serrures et faire les papiers pour retirer le nom de Brett du bail. J'ai aussi appelé ma compagnie de carte de crédit et changé tous mes mots de passe ce soir-là. Brett en savait trop sur mes comptes, et je ne lui faisais pas confiance pour ne pas tenter quelque chose. 6 semaines plus tard, je me tenais au tribunal avec Lydia. Brett et Owen étaient de l'autre côté, peut-être à 10 mètres. Nous ne nous sommes pas regardés. Le juge nous a appelés et nous nous sommes assis de part et d'autre de la salle d'audience. Toute l'affaire a pris moins de 10 minutes. Le juge a passé en revue l'accord de règlement, a demandé si nous comprenions et acceptions tous les deux les termes et a signé les papiers. C'était tout. J'étais officiellement divorcé. En sortant, je me sentais plus légère que depuis des années. Pas exactement heureuse, mais libre,
comme si je pouvais enfin avancer au lieu d'être coincé dans le gâchis créé par Brett. Le chèque de Brett a été encaissé 3 jours après que le divorce soit définitif. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai vu le dépôt. 6 mois de pension alimentaire, plus d'argent que je n'en avais vu en une seule fois depuis avant la naissance de Haley. J'ai remboursé ma carte de crédit le jour même. Le solde grimpait depuis 2 ans. Chaque urgence et coût inattendu s'additionnant parce que je n'avais pas d'autre option. Voir ce solde à zéro était incroyable. Le reste de l'argent est allé sur 2 comptes. Un pour l'avenir de Haley, l'université, ou tout ce dont elle aurait besoin quand elle serait plus grande. Un pour les urgences pour que je ne me sente plus jamais piégé. Je pourrais gérer une réparation de voiture inattendue ou une facture médicale sans panique. Je pouvais respirer. 2 semaines plus tard, Brett s'est présenté pour sa première visite surveillée au centre familial à l'autre bout de la ville. J'y ai conduit Haley et me suis présenté à la superviseure, une femme nommée Sandra, qui a expliqué comment tout fonctionnait. Il y avait une salle de jeu avec des jouets et des livres, où Brett et Haley passeraient 1 heure ensemble. Je pouvais regarder à travers un miroir sans teint dans la pièce d'un accent grave côté. Haley me tenait fort la main quand nous sommes entrés. Elle ne connaissait pas du tout Brett. C'était juste un homme qui se montrait parfois et essayait de lui parler. Il avait apporté un éléphant en peluche et des cubes. Sandra les a présentés et a suggéré qu'ils jouent ensemble. Je suis allé dans la salle d'observation et je me suis assise derrière la vitre. J'ai regardé Brett s'agenouiller sur le sol à côté de Haley. Il lui a montré l'éléphant et elle l'a pris prudemment. Il a essayé d'empiler des cubes avec elle, mais elle les a renversés à la place. Il avait l'air nerveux, ses mouvements raides et maladroits. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Sandra comme s'il avait besoin de permission pour tout. Haley s'est détendue lentement, jouant près de lui, mais pas vraiment avec lui. À la fin de l'heure, elle lui montrait son livre préféré, pointant les images. Brett le lui lisait d'une voix calme que je pouvais à peine entendre à travers la vitre. Quand la visite s'est terminée, Sandra m'a ramené à la salle de jeu. Elle a dit que Brett semblait sincèrement nerveux et faisait de son mieux, bien qu'il n'ait clairement aucune idée de comment interagir avec un tout petit. Chaque fois que Haley s'éloignait de lui, il paniquait un peu. Chaque fois qu'elle lui souriait, il se détendait. Sandra a recommandé qu'il continue les visites surveillées pendant au moins 3 mois avant que nous n'envisagions des changements. Il devait construire la confiance avec Haley lentement. J'étais d'accord. Il ne s'agissait pas que Brett obtienne ce qu'il voulait. Il s'agissait pour Haley d'avoir une chance de connaître son père s'il pouvait réellement se montrer présent et constant. J'ai inscrit Haley dans une meilleure crèche la semaine suivante. L'ancienne était bien, mais ce nouvel endroit avait plus d'activités, de meilleurs enseignants et un programme qui l'aiderait à apprendre. Je pouvais me le permettre maintenant. J'ai aussi commencé à travailler pour obtenir une promotion à mon travail. Ma patronne l'avait mentionné il y a quelques mois, mais j'avais été trop stressé pour me concentrer sur autre chose que la survie. Maintenant, je pouvais réellement planifier l'avenir. J'ai mis à jour mon CV. J'ai pris des projets supplémentaires. Je me suis présenté aux réunions avec des idées au lieu de juste essayer de passer la journée. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que survivre. Je construisais quelque chose. Pas pour Brett ou qui que ce soit d'autre. Pour moi et Haley, pour la vie que nous méritions après tout ce que nous avions traversé. La mère de Brett a appelé 3 jours plus tard. Sa voix semblait différente cette fois. Plus douce en quelque sorte. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler de quelque chose d'important. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a fait attendre. Elle a commencé à s'excuser vraiment pour la façon dont elle m'avait traité quand Brett était parti. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à tout depuis que le divorce avait été prononcé. Le père de Brett lui avait parlé avant de mourir. Lui avait dit qu'il était inquiet pour le caractère de Brett. Il avait vu la façon dont Brett agissait avec l'argent et les relations. Le testament ne concernait pas seulement le mariage. Il s'agissait de s'assurer que Brett apprenne la responsabilité. Elle a demandé si elle pouvait rencontrer Haley, sa seule petite fille, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée quand elle l'a dit. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai mis fin à l'appel. J'en ai parlé avec Pearl lors de ma séance de thérapie suivante. Nous travaillions sur tout ce qui s'était passé, traitant l'abandon et reconstruisant ma capacité à faire confiance. Pearl a demandé ce que je pensais de laisser la mère de Brett rencontrer Haley. J'ai dit qu'une partie de moi voulait dire non juste pour la blesser en retour de la façon dont elle m'avait blessé.
Mais Haley méritait de connaître sa grand-mère si elle essayait sincèrement d'arranger les choses. Pearl m'a aidé à voir que protéger Haley ne signifiait pas la couper de tout ce qui était lié à Brett. Cela signifiait fixer des limites et s'assurer que toute relation était saine et surveillée. J'ai décidé d'autoriser les visites, mais séparément du temps de Brett. Elle devrait gagner la confiance tout comme lui. La première rencontre a eu lieu au centre familial avec un superviseur présent. La mère de Brett est arrivée en avance tenant un cadeau emballé et semblant nerveuse. Quand elle a vu Haley, elle a commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle s'est agenouillée au niveau de Haley et s'est présentée comme grand-mère. Haley s'est cachée derrière mes jambes au début, mais a fini par sortir quand la mère de Brett lui a montré le cadeau, un lapin en peluche. Elles se sont assises par terre ensemble pendant que la mère de Brett sortait un album photo. Des photos de Brett bébé, enfant en train de grandir. Elle a raconté à Haley des histoires sur son papa quand il était petit, montrant des photos et faisant rire Haley. Elle m'a dit qu'elle voulait que Haley connaisse l'histoire de sa famille, au moins les bons côtés. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et m'a remercié de lui avoir donné cette chance. Elle a dit qu'elle savait qu'elle ne le méritait pas. Les visites surveillées de Brett ont continué chaque semaine. Sandra a rapporté qu'il s'améliorait pour lire les signaux de Haley et répondre à ses besoins plutôt qu'à ce qu'il voulait. Il apportait des jouets qu'elle aimait vraiment au lieu de trucs au hasard. Il a appris ses chansons préférées et a commencé à les chanter avec elle. Haley a arrêté de pleurer quand elle le voyait. Elle courait vers le coffre à jouets et lui apportait des choses pour jouer. Elle l'appelait toujours Brett, cependant, pas papa. Sandra a dit que c'était tout à fait normal et que ça changerait quand Haley serait prête. La confiance prenait du temps à se construire, surtout pour une enfant qui ne l'avait jamais connue avant. Le chèque de l'héritage est arrivé un mardi matin. J'ai fixé le montant. 80 000 $ après impôts et frais juridiques. 40% de 200 000. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Je l'ai pris en photo avant de le déposer via mon téléphone. Comme si j'avais besoin d'une preuve que c'était réel. Le lendemain, j'ai rencontré une conseillère financière recommandée par Lydia. Une femme spécialisée dans l'aide aux parents célibataires pour construire une sécurité financière. Nous avons mis en place un fonds pour les études de Haley qui fructifierait au cours des 16 prochaines années. Mis de l'argent de côté pour les urgences, les réparations de voitures, les factures médicales, toutes les choses qui me terrifiaient auparavant. J'ai créé un compte d'épargne auquel je ne toucherai pas sauf en cas de vrai besoin. Pour la toute première fois, j'avais un filet de sécurité. Je pouvais respirer sans m'inquiéter qu'une mauvaise semaine puisse tout détruire. Kaya est venue dîner ce vendredi-là. Pendant que Haley jouait avec ses cubes, Kaya a mentionné qu'un de ses collègues demandait de mes nouvelles. Un père célibataire avec une fille environ de l'âge de Haley. Il m'avait vu une fois à la sortie de l'école et voulait savoir si je voyais quelqu'un. Kaya m'a montré ses réseaux sociaux, juste des photos décontractées de lui avec son enfant au parc. Rien de bizarre. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. Les rendez-vous amoureux semblaient appartenir à une autre vie. À l'époque où je croyais que les gens pensaient ce qu'ils disaient. Mais savoir que quelqu'un était intéressé faisait du bien d'une étrange façon. Comme si peut-être un jour je pourrais faire confiance à quelqu'un à nouveau. Pas maintenant, mais un jour. Brett a envoyé un message via l'application de coparentalité après 6 semaines de visite surveillée. Il voulait emmener Haley au parc seul, juste tous les deux. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai refusé la demande. J'ai tapé une réponse lui rappelant que l'accord exigeait des visites surveillées pendant au moins 3 mois. Cela ne faisait que 6 semaines. Il devait suivre le calendrier sur lequel nous nous étions mis d'accord. Pas de raccourci juste parce qu'il s'impatientait. Il a répondu 1 heure plus tard en demandant si nous pouvions nous rencontrer pour parler du calendrier des visites. Il a dit qu'il voulait discuter d'ajustements. J'ai accepté, mais seulement dans un café avec Lydia présente. J'ai été clair sur le fait qu'il ne s'agissait pas qu'il obtienne ce qu'il voulait plus vite. Il s'agissait du bien-être de Haley et de s'assurer que tout changement était approprié pour son développement. Nous avons fixé 1 heure pour le mardi suivant. Au café, Brett avait l'air fatigué. Il a commandé un café noir et s'est assis en face de moi et de Lydia. Il a commencé à parler immédiatement, disant qu'être père était plus difficile qu'il ne le pensait. Il avait supposé que ce serait comme jouer avec un enfant pendant 1 heure, puis rentrer à la maison. Au lieu de cela, il devait penser à ses besoins constamment, faire attention à ses humeurs, comprendre ce qu'elle voulait quand elle ne pouvait pas l'expliquer.
Il a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi j'étais prudente, a demandé ce qu'il devait faire pour prouver qu'il était sérieux à l'idée d'être dans la vie de Haley à long terme, pas seulement quand c'était pratique. Je l'ai regardé un long moment, je lui ai dit la vérité sans l'édulcorer. Je ne savais pas si je lui ferais un jour entièrement confiance après ce qu'il avait fait. Il m'avait abandonné alors que j'étais enceinte et m'avait dit des choses horribles. Il avait ignoré sa fille pendant 2 ans et n'était revenu que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Mais j'étais prête à le laisser construire une relation avec Haley s'il se montrait présent de manière constante et faisait passer ses besoins en premier. Les actes comptaient plus que les mots. Il devrait faire ses preuves avec le temps, pas avec des promesses, mais avec de la fiabilité. Brett a hoché la tête lentement. Il a dit qu'il suivait aussi une thérapie, travaillant sur les raisons pour lesquelles il s'enfuyait quand les choses devenaient difficiles. Son thérapeute l'aidait à voir qu'il avait été égoïste et effrayé. Peur des responsabilités, peur d'être attaché, peur de ne plus être le centre de l'attention. Il a admis qu'il nous avait blessés, Haley et moi, d'une manière qu'il ne pouvait pas effacer. Il a dit qu'il essayait de devenir quelqu'un dont Haley pourrait être fière un jour, même si cela prenait des années. Je ne lui ai pas pardonné. Je le lui ai dit franchement au café pendant que Lydia était assise à côté de moi et prenait des notes. Le pardon ne faisait pas partie de cet accord et n'en ferait jamais partie. Il pouvait être le père de Haley s'il faisait ses preuves. Mais nous n'allions pas être amis. Nous n'allions pas avoir de conversations agréables sur nos journées ou partager des blagues de parents. Nous étions 2 personnes reliées seulement par un enfant, et c'est tout ce que nous serions jamais. Brett a eu l'air d'avoir reçu une gifle, mais il a hoché la tête lentement. Il a dit qu'il comprenait et respecterait cette limite. Je ne le croyais pas encore, mais au moins il disait les bons mots pour une fois. Les 3 mois suivants sont passés plus vite que je ne l'espérais. Brett s'est présenté à chaque visite au centre familial. Jamais en retard, jamais d'excuses. La superviseure m'a appelé après la 12e semaine et a dit que Brett avait terminé tous ses cours de parentalité avec de bonnes notes. Elle l'avait observé avec Haley à travers la vitre et avait vu une réelle amélioration. Il apprenait à lire ses signaux, à jouer à son niveau, à être patient quand elle devenait difficile. La superviseure a recommandé de passer à des visites non surveillées dans des lieux publics avec moi restant à proximité. J'ai accepté, mais j'ai été clair sur le fait que je surveillerais de là où il l'emmènerait. Le parc était bondé ce samedi matin quand Brett a récupéré Haley à mon appartement. J'ai suivi dans ma voiture et je me suis garé là où je pouvais voir l'aire de jeu, je me suis assise sur un banc avec mon téléphone à la main, prête à accourir si quelque chose semblait aller de travers. Brett a porté Haley jusqu'au balançoire et l'a installée dans le siège bébé, la poussant doucement pendant qu'elle donnait des coups de pied et riait. Il l'a attrapée au bas du toboggan quand elle est descendue, s'assurant qu'elle atterrisse en toute sécurité dans ses bras. Le regarder interagir avec elle a remué des sentiments que je ne voulais pas affronter. De la colère pour tous les moments comme celui-ci qu'il avait manqué par choix. De la tristesse pour Haley grandissant sans connaître son père pendant 2 ans, mais aussi cette toute petite lueur d'espoir que peut-être il se changeait réellement en quelqu'un qui pourrait être un parent décent. Je détestais cet espoir parce que faire confiance à Brett à nouveau semblait dangereux. La mère de Brett a commencé à venir plus souvent après ça. Elle a demandé si elle pouvait garder Haley un après-midi par semaine, et j'ai dit oui après y avoir réfléchi quelques jours. Elle arrivait à l'heure, apportait des jouets adaptés à son âge, et semblait sincèrement intéressée à connaître sa petite fille. Un soir, pendant que Haley jouait avec des cubes par terre, la mère de Brett s'est assise à ma table de cuisine et s'est excusée à nouveau. Elle a dit qu'elle avait passé des années à trouver des excuses au mauvais comportement de Brett au lieu de le tenir pour responsable. Elle m'avait blâmé pour son départ parce que c'était plus facile que d'admettre que son fils était égoïste et cruel. Le voir essayer d'être un meilleur père maintenant lui faisait voir combien de dégâts elle avait causé en le confortant dans son attitude. Je l'ai remercié pour ses excuses et lui ai dit que j'appréciais ses efforts avec Haley. Nous ne serions jamais proches, mais au moins elle essayait de rattraper le temps perdu. Ma patronne m'a convoqué dans son bureau un mercredi matin, et j'ai cru que j'avais des ennuis pour quelque chose. Au lieu de cela, elle m'a offert une promotion de chef d'équipe avec une grosse augmentation et de meilleurs avantages. Elle a dit qu'elle avait observé comment j'avais tout géré au cours de l'année passée tout en gardant une haute qualité de travail. Elle voyait un potentiel de leadership en moi et voulait me donner plus de responsabilités. J'ai accepté immédiatement et j'ai appelé Kaya depuis le parking pour lui annoncer la bonne nouvelle. L'argent supplémentaire signifiait que je pouvais enfin arrêter de m'inquiéter de chaque dépense imprévue. Je pouvais commencer à planifier l'avenir de Haley au lieu de juste survivre de semaine en semaine. 6 mois après que le divorce a été finalisé,
j'ai regardé autour de mon appartement et réalisé à quel point tout semblait différent. J'avais de l'argent et des économies, la garde complète de Haley, un système de soutien qui aidait vraiment au lieu de juger, et la paix dans ma propre maison. Brett ne pouvait plus simplement débarquer, manger ma nourriture ou se plaindre de mon enfant. Les serrures étaient changées. Son nom n'était plus sur le bail et il ne voyait Haley que pendant les heures prévues. J'étais passé de mère célibataire terrifiée menacée par son ex à quelqu'un qui avait construit une vie stable par pure détermination. Brett ne m'avait pas détruite comme il avait essayé de le faire. J'avais tout reconstruit plus fort qu'avant. Haley a commencé à appeler Brett par un nom d'elle-même sans que personne ne le lui apprenne. Elle le montrait du doigt pendant les visites et disait « Papa Brett », ce que le psychologue pour enfants m'a dit être normal. Cela montrait qu'elle l'intégrait dans sa compréhension de la famille comme quelqu'un de séparé de moi mais toujours lié à elle. J'étais d'accord avec ça parce que Haley savait que j'étais son parent principal. C'était moi qui lui donnais son petit déjeuner, l'emmenais à la crèche, lui lisais ses histoires du soir et la réconfortais quand elle faisait des cauchemars. Brett était quelqu'un qui visitait parfois et jouait avec elle au parc. C'était suffisant pour l'instant. Brett a envoyé un message via l'application de coparentalité demandant s'il pouvait avoir Haley dans son nouvel appartement pour quelques heures. Il avait décoré une petite chambre pour elle avec un lit de tout petit et des jouets. Je lui ai dit que j'avais besoin de voir l'appartement d'abord avant d'accepter quoi que ce soit. Il m'a donné l'adresse et je me suis présenté le lendemain pendant qu'il était au travail en utilisant la clé qu'il avait laissée au gardien de l'immeuble. J'ai vérifié chaque pièce pour des problèmes de sécurité, je me suis assuré que les prises avaient des caches, j'ai cherché tout ce qui pouvait être dangereux à sa portée. L'appartement était propre, et la chambre qu'il avait aménagée était en fait jolie. J'ai pris des photos et j'ai accepté une visite d'essai avec mon téléphone allumé et prête à venir la chercher immédiatement si nécessaire. La visite s'est bien passée. Brett a ramené Haley exactement à l'heure convenue, et elle est venue vers moi en courant en parlant des jouets que papa Brett avait et des macaronis au fromage qu'il avait fait pour le déjeuner. Elle semblait heureuse et pas du tout bouleversée. Je l'ai examinée attentivement pour tout signe de problème, mais c'était juste une enfant normale excitée par de nouveaux jouets. J'ai réalisé qu'aussi fort que je détestais ce que Brett m'avait fait, Haley méritait d'avoir une relation avec son père s'il allait se montrer présent de manière constante et la garder en sécurité. Mes sentiments à son égard importaient moins que ce qui était le mieux pour elle. Ce soir-là, après que Haley soit allée au lit, je me suis assise avec elle dans sa chambre et nous avons eu une conversation sur les familles. Je suis resté simple parce qu'elle n'avait que 2 ans, mais je voulais qu'elle comprenne d'une manière adaptée à son âge. Je lui ai dit que maman et papa Brett ne vivaient pas ensemble. Mais que nous l'aimions tous les deux très fort. Les familles avaient différentes formes et c'était très bien. Certains enfants avaient des parents qui vivaient ensemble. Certains avaient des parents qui vivaient séparément, et toutes ces familles étaient bien tant que l'enfant était aimé et en sécurité. Haley a écouté puis a demandé si elle pouvait avoir plus de jus. Elle a tout accepté facilement parce que c'était tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle ne se souvenait pas d'un moment où Brett vivait avec nous parce qu'il était parti avant sa naissance. C'était juste la vie normale pour elle. Au cours des mois suivants, les paiements de Brett sont arrivés comme une horloge sur mon compte. Il n'a jamais manqué le 15 du mois, et parfois il ajoutait un supplément avec une note dans l'application de coparentalité disant que c'était pour la crèche de Haley ou de nouvelles chaussures dont elle avait besoin. Je ne l'ai pas remercié parce que c'était ce qu'il aurait dû faire depuis le début, mais j'ai remarqué la constance. Owen a appelé Lydia un après-midi et lui a dit que Brett travaillait avec un thérapeute pour comprendre pourquoi il avait fui ses responsabilités. Owen a dit que Brett savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait brisé, mais qu'il essayait d'être le père que Haley méritait maintenant au lieu de celui qu'il avait abandonné. J'ai dit à Lydia que je n'avais pas besoin d'entendre parler du parcours thérapeutique de Brett, mais une partie de moi était contente qu'il essaie au moins au lieu de faire juste semblant pour garder ses droits de visite. Kaya m'a invité à prendre un café un samedi matin et à amener quelqu'un qu'elle voulait que je rencontre. Il s'appelait Noah, et il avait une fille nommée Sophie qui avait 3 ans, juste 1 an de plus que Haley. Nous avons parlé du chaos d'élever des tout-petits et de l'épuisement d'être parents célibataires, et il n'a pas insisté quand j'ai gardé la conversation légère et évité de parler de Brett. Noah a demandé si je voulais reprendre un café la semaine suivante, et j'ai dit oui, mais je lui ai dit que je devais aller très doucement. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait complètement, qu'il avait traversé son propre divorce et savait ce que ça faisait d'être prudent avant de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Quand je l'ai présenté à Haley 1 mois plus tard lors d'une sortie au parc avec Sophie, elle a tout de suite voulu jouer sur les balançoires avec l'autre petite fille. En les regardant rire ensemble pendant que Noah et moi étions assis sur un banc à proximité,
j'ai réalisé que je pouvais réellement imaginer un avenir incluant un partenariat au lieu de juste survivre seul. Un an après que Brett se soit présenté à ma porte avec son sac de sport en espérant réemménager, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé mon compte bancaire. J'avais des économies qui couvriraient 6 mois de dépenses si quelque chose tournait mal. J'avais une promotion au travail qui venait avec un meilleur salaire et un réel potentiel d'évolution de carrière. J'avais un arrangement de coparentalité avec Brett qui était stable et constant, même si notre relation ne serait jamais amicale. Alice s'épanouissait dans sa nouvelle crèche et avait des amis dont elle parlait constamment. Noah et moi sortions ensemble sérieusement maintenant, prenant notre temps, mais construisant quelque chose de vrai. Brett n'avait pas ruiné ma vie comme il avait essayé de le faire. J'avais reconstruit tout ce qu'il avait détruit et je l'avais rendu plus fort qu'avant. Aller jouer avec ses cubes dans le salon, construisant des tours et les renversant en riant du fracas. Je l'ai regardé et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis que Brett était parti en me traitant d'incubatrice sans valeur. Son abandon avait été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Mais cela m'avait aussi appris que j'étais capable de tout quand il le fallait. J'avais protégé ma fille quand personne d'autre ne le voulait. Je m'étais défendu quand sa famille avait essayé de me faire honte. J'avais créé une vie stable et heureuse grâce à ma propre force et détermination. C'était quelque chose que Brett ne pourrait jamais m'enlever, peu importe ce qui se passerait à l'avenir. Et c'était quelque chose que Alé apprendrait en grandissant, regarder sa mère gérer les choses difficiles avec courage au lieu d'abandonner. Elle saurait qu'être fort ne signifiait pas ne jamais avoir peur ou mal. Cela signifiait avancer malgré tout et construire quelque chose de meilleur de l'autre côté.